Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les cours techniques et professionnels s'invitent dans la formation des apprenants au sein des écoles privées. Plusieurs écoles privées de la place disposent désormais de l'aval du gouvernement pour former les élèves en la matière. Les dispositions sont prises à cet effet pour donner une formation digne du nom. Le constat dans ce journal. Nous parlerons également du lancement officiel de la caravane Santé pour tous, initiée par l'UNICEF et l'USAID en appui aux efforts du gouvernement béninois. C'était hier jeudi dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. La caravane va traverser 5 départements du Bénin, à savoir l'Atlantique, le Mono, le Koufo, le Zou et le Borgou. Les détails dans un instant. Le sport sera également au rendez-vous de ce journal avec les préparatifs de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Le comité d'organisation a dévoilé ce jeudi la mascotte de la compétition. C'était à la faveur d'une conférence de presse animée au ministère des Sports. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Bientôt une nouvelle rentrée académique et les cours techniques et professionnels s'invitent dans la formation des apprenants au sein des écoles privées. Eh bien, elles disposent désormais de l'aval du gouvernement pour former les élèves et plusieurs écoles privées de la place ont déjà pris des dispositions pour donner une formation digne du nom. Teddy Goudalou est allé faire le constat. Voici son reportage. Des machines de couture drapées aux couleurs du drapeau national. Par endroits, des instruments de musique en essai pour offrir une meilleure formation technique et professionnelle aux apprenants au titre de l'année académique 2023-2024. Le métier de la coiffure sera également au rendez-vous au sein de ce complexe privé. Je peux dire que j'ai une formation de base parce que je continuais à l'école et parallèlement je faisais la coiffure. Oui. Et après le BPC, j'ai dit pourquoi pas embrasser en même temps ma destinée au lieu de continuer les cours. Donc je suis entrée dedans officiellement et j'ai eu mon diplôme. Et la manière dont notre fondé a instauré la coiffure dans l'école, je crois que ça fera beaucoup du bien aux élèves, aux parents d'élèves, à la nation. Vous savez, à la fin de la formation professionnelle, du coup, l'apprenant peut se lancer dans la vie active. Et avec ça, son diplôme, il peut déjà chercher à se donner aux activités sociales pour pouvoir se procurer du savoir-vivre dans la société et de savoir-faire également, se lancer dans la vie active. Dans ce collège et lycée privé, à Abomey-Calavi, tout est fin prêt pour inculquer le savoir technique et professionnel dans 5 filières de formation. Nous avons la série G1, secrétariat bureautique. Nous avons la série G2, comptabilité et gestion. Nous avons la série G3, marketing et action commerciale. Nous avons IMI, installation et maintenance informatique. Nous avons HR, hôtellerie, restauration. Nous avons MMV, métier de la mode et du vêtement. Et nous avons F4, génie civil, BTP. C'est le panel que nous avons choisi. D'autres écoles ont des panels plus étendus ou bien d'autres qui sont autres que nous. Vous voyez? Et tout ça, toutes les écoles privées qui vont entrer dans cette formation vont former des cadres, des professionnels capables de travailler avec eux. Ça va résorber un peu le problème de chômage et en même temps, ça va acter le développement du pays. Si plusieurs écoles privées offrent aujourd'hui des formations techniques et professionnelles, c'est bien sûr instruction du gouvernement qui vise la promotion des enseignements techniques au détriment du général. Le gouvernement a dit désormais qu'il aura 70% de notre système scolaire qui sera dans la formation technique et professionnelle et 30% dans l'enseignement général. Donc du coup, l'État suscite les acteurs privés qui peuvent l'accompagner. Et la loi cadre sur l'enseignement, sur le partenariat public-privé dans l'enseignement est votée dans ce sens. La stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aussi est allée dans ce sens, de sorte à ce que le privé qui veut vraiment faire du sérieux soit accompagné par l'État. L'enseignement technique a été toujours la chasse gardée de l'école publique. Aujourd'hui, on a vu que les écoles publiques qui font l'enseignement technique professionnel sont débordées. C'est pourquoi, et connaissant la force de frappe des écoles privées,
l'État a fait un clin d'œil aux écoles privées. Nous avons par exemple demandé et obtenu notre autorisation d'ouvrir les filières techniques et professionnelles. Télesport Rouillard est promoteur de HTC CETIP, un lycée polytechnique et professionnel qui délivre tous les ans des diplômes professionnels d'État. Les apprenants s'y plaisent dans leurs domaines respectifs. J'ai déjà eu le bac, donc je ne suis pas mauvais en sciences, je ne suis pas mauvais en littérature, je suis un peu des deux côtés. Donc c'est pour mon amour pour l'informatique que je suis revenu au lycée pour avoir le TT et maintenant pour continuer avec l'informatique. Vous avez vu par exemple le projet de Glojigbe par exemple. Les entreprises qui vont s'installer là ont vraiment besoin de ressources qualifiées. Et l'État aujourd'hui n'en trouve pas. Vous prenez par exemple le projet Azoli, où l'État aujourd'hui est obligé de prendre ceux qui n'ont pas de compétences, les envoyer pour qu'on les forme. Vous prenez par exemple le projet Prodige, le programme d'inclusion des jeunes par exemple aujourd'hui, où on dit juste qu'il faut avoir le niveau de la classe de 5e pour faire ce truc là. Donc c'est vraiment un terrain très très vierge au Bénin et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la saturation ne sera pas proche. Avec l'enseignement technique et professionnel, on peut espérer une régression du taux de chômage dans les 10 prochaines années, nous soulignent les promoteurs d'écoles et lycées rencontrés. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le club de la presse locale est officiellement lancé ce vendredi. C'est une initiative de la Fondation Le Municipal qui constitue un cadre d'échange entre les professionnels des médias, les acteurs de la société civile et ceux de la décentralisation. Le projet a bénéficié du soutien de l'ambassade de l'Allemagne. Nous allons suivre. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie à la base, la Fondation Le Municipal concrétise son projet conçu depuis plusieurs années. Le club de la presse locale est officiellement lancé ce vendredi 11 août 2023 en vue de contribuer au rayonnement de la décentralisation au Bénin. C'est un creuset d'échange entre les professionnels des médias et les acteurs de la société civile sur le secteur de la décentralisation. Suivant le modèle de la Maison des médias, nous avons mis en place ce cadre pour que régulièrement on puisse se voir entre journalistes et experts des questions de décentralisation, entre journalistes et aussi les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit les acteurs politiques, les élus, les maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission. Il y a beaucoup de choses que ces personnes-là peuvent expliquer aux journalistes et aussi du côté des cadres de l'administration territoriale, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre de la vie quotidienne de nos collectivités territoriales. On veut contribuer nos engagements au sein de la décentralisation, ça c'est sûr, et dans cet ordre d'idée, pour une deuxième fois, je veux vous saluer encore une fois pour le bon travail et je vous souhaite une bonne chance à l'avenir au sein de la presse locale. Le club de la presse locale est un cadre d'échange et de partage d'informations sur les questions liées à la décentralisation. L'initiative de la Fondation Le Municipal vise donc à permettre aux acteurs des médias de mieux maîtriser les mécanismes de fonctionnement des communes. En plus de faciliter le partage des connaissances, le club de la presse locale se veut également un creuset propice au décryptage des grandes tendances de l'actualité du secteur de la décentralisation à travers des panels animés par les acteurs des médias, de la société civile, les experts du domaine d'une part et les cadres communaux, puis la classe politique locale d'autre part. Ce projet vise à instaurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques de nos communes. C'est depuis 2003 que le Bénin a commencé son expérience en matière de décentralisation. Le directeur exécutif de la Fondation Le Municipal saisit cette occasion pour inviter les acteurs et partenaires de la décentralisation à s'approprier ce cadre d'échange mis en place afin que les professionnels des médias puissent disposer des informations fiables pour sensibiliser les populations à la base.
Parlons à présent du lancement officiel de la caravane Santé pour tous initiée par l'UNICEF et l'USAID en appui aux efforts du gouvernement du Bénin. C'était hier jeudi dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. La caravane qui va traverser 5 départements du Bénin, à savoir l'Atlantique, le Mono, le Koufo, le Zou et le Borgou, a pour objectif de mobiliser et de sensibiliser les populations à l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et les enfants et les femmes enceintes de la vaccination de Covid-19 pour le grand public, puis d'augmenter l'adhésion aux vaccinations. Nous allons suivre. Ils sont tous mobilisés ici à la mairie d'Abomey-Calavi pour le lancement officiel de la caravane Santé pour tous qui démarre par le département de l'Atlantique. Une initiative de l'UNICEF et de l'USAID pour laquelle plus d'une vingtaine d'artistes et de créateurs de contenu sont impliqués. Cette initiative, dont l'objectif est d'engager les artistes, les personnalités influentes, les médias, plus précisément les radios communautaires et les communautés elles-mêmes, est une opportunité exceptionnelle pour augmenter l'affluence des populations vers les centres de santé, les sites de vaccination. Il s'agit là d'une occasion pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination de routine chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et la vaccination contre la Covid. Quand bien même l'urgence est levée, la maladie est toujours présente. Cette caravane traversera 5 départements, à commencer par l'Atlantique où nous sommes aujourd'hui, puis le Mono, le Koufo, le Zou, avant de terminer dans le Borgou. Ces départements ont été choisis car ils représentent les zones où malheureusement les taux de vaccination ou les taux de couverture vaccinale sont actuellement les plus bas. Nous avons ainsi souhaité pouvoir rassembler les forces de mobilisation, de plaidoyer et de communication et afin de renforcer la confiance en la vaccination. En effet, cette caravane qui se déroule sous le slogan « Cultivons la santé, renforçons l'immunité » porte un message que beaucoup ont tendance à oublier. La vaccination est un acte qui sauve les vies. La vaccination reste à ce jour l'une des meilleures façons de se protéger contre les maladies graves mais évitables. Ainsi, cette caravane joue un rôle capital dans la prévention des maladies évitables chez les enfants et les personnes vulnérables au sein des communautés. Votre engagement, associé à votre créativité, incitera vos concitoyens à franchir cette étape cruciale vers la vaccination de leurs enfants, garantissant ainsi un avenir plus sûr et plus sain pour tous. Au cours de la caravane, des concerts, des émissions radio, des tournois sportifs et autres activités sont prévues dans les départements concernés. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer l'engagement des artistes et influenceurs, des chefs traditionnels et religieux et des radios communautaires qui auront à partager des messages essentiels sur la santé des enfants et des communautés et à apporter des services de vaccination de qualité et de proximité. La présente caravane vient donc à point nommé et s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la pérennisation des précédents acquis. Notre adhésion à celle-ci traduit notre engagement à œuvrer pour une population en bonne et résiliente santé. Je vous encourage tous à saisir cette opportunité et à vous faire vacciner contre la Covid-19. Votre santé est précieuse et votre vaccination contribuera non seulement à vous protéger, mais aussi à protéger vos proches et la communauté tout entière. La représentante de l'UNICEF souhaite que cette caravane soit le point de départ pour une conscientisation collective. Elle compte sur l'engagement des artistes et créateurs de contenu qui ont le pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits pour porter haut et fort les messages de sensibilisation pour la santé des enfants et de leurs familles. À l'instar des autres pays, le Bénin a célébré ce jeudi la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil. Une édition rehaussée par la participation active du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Au menu de la célébration, la sensibilisation des populations sur l'importance et les avantages des faits d'état civil. Reportage.
C'est dans cette salle de conférence de la préfecture d'Alada que se tiennent les manifestations officielles de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil, portée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'activité vise à sensibiliser les citoyens de la commune sur l'importance et les avantages des faits d'état civil. Les réflexions tournent autour du thème « Le potentiel d'accroître la couverture, d'améliorer la qualité et la rapidité des données grâce à la numérisation du système d'enregistrement des faits d'état civil ». La célébration de cette 6e journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques d'état civil vient à point nommé en ce qu'elle vise principalement à sensibiliser les citoyens sur l'importance des faits d'état civil afin qu'ils participent activement à leur déclaration et à la construction d'un état civil performant, complet, moderne et pérenne. Elle vise également à mobiliser les acteurs concernés, les citoyens à tous les niveaux et les partenaires stratégiques à s'impliquer résolument dans le processus de réforme et de modernisation engagé depuis quelques années conformément aux standards internationaux. Partenaire de longue date, l'UNICEF n'a cessé d'appuyer l'État béninois dans ces différentes réformes. Profitant de l'occasion, l'organisation accompagne une fois encore le gouvernement dans l'amélioration de son système d'état civil. À cet effet, l'Agence nationale d'identification personnelle a été dotée d'un important lot de matériel informatique, un appui qui a été rendu possible grâce au soutien de la Banque de développement Allemagne. Nous remettons officiellement aujourd'hui à l'ANIP des équipements additionnels, à savoir 174 tablettes, des imprimantes, rallonges, banques de recharge et routeurs avec connexion Internet. Ces équipements sont destinés à 74 des 233 arrondissements dans les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, y compris tous les arrondissements de la Libori et de la Takora, pour un coût total de 162 107 182 francs CFA. Cette 6e édition de la Journée africaine de l'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil me permet de rappeler que le taux d'enregistrement des naissances au Bénin est estimé à plus de 90% avec quelques disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Il est alors nécessaire de mieux appréhender les acquis, mais également de jeter un regard critique sur la gestion de notre système d'état civil afin de corriger ces imperfections. Et Madame la représentante de l'UNICEF, sur ce chantier, le ministère donc de l'Intérieur et de la Sécurité publique voudrait une fois encore solliciter votre accompagnement. La célébration de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil au Bénin est également marquée par la remise d'actes de naissance à certains participants. Nous allons à présent faire un tour dans la commune d'Alada et plus précisément au port sec de la ville pour constater les difficultés que rencontrent les acteurs du sous-secteur des transports de marchandises bloqués à cause de la crise politique qui secoue actuellement le Niger. Pour ces transporteurs et conducteurs de camions y assimilés, la fermeture des frontières au nord-est du Bénin l'arrange par leurs activités désormais au ralenti. Le même constat est fait par la mairie d'Alada dont les recettes sont en baisse. Voici le reportage signé Nagé Balagbe. À Alada, tout est à l'arrêt. Conséquence de la crise au Niger, le sous-secteur du transport terrestre des marchandises est depuis dans le dur. Sur place, ils sont plusieurs dizaines, dont les camions chargés ou non sont immobilisés, les obligeant à séjourner plus longtemps que prévu, dans des conditions on ne peut plus difficiles. Il y a plus de 400 camions déjà chargés et qui sont bloqués à l'intérieur du port sec. Tandis que ceux qui sont en attente d'un chargement sont beaucoup plus nombreux. C'est très difficile de pouvoir se nourrir dans ces conditions. Franchement, la situation que nous vivons à Alada ici, c'est pas du tout bon. Et nous vivons ici pour manger, c'est deux problèmes. Pour boire de l'eau, c'est deux problèmes. Le port sec d'Alada, n'oubliez pas, monsieur le journaliste, c'est pas dans la ville, c'est hors de la ville. Va vouloir nous... C'est à quand la fin de ces choses? C'est ce que nous demandons. La fin, ils l'appellent de tous leurs vœux. En attendant, les jours qui passent en rajoutent à leur inquiétude.
liées notamment aux avaries. Toutes les marchandises, le riz, farine bleue, les spaghettis, consorts, tout a commencé par gâter. Même quand vous allez là-bas, là où vous allez décharger les bagages, même des cartons mouillés, vous allez les payer. Imaginez ces genres de trucs, de ces pètes-là, qui va les payer aux transporteurs? Du côté des transporteurs, la situation est la même. La crise génère pour l'ensemble du secteur et même au-delà d'énormes manques à gagner. Et le transporteur au jour d'aujourd'hui ne sait plus là où mettre la tête. Après, vous êtes venu aujourd'hui au garage, vous avez vu, tous les camions sont là, à part quelques-uns qui sont partis. Il y en a à l'ADA qui sont en train de charger et du coup, la situation les a bloqués. Pas de sortie, pas d'entrée, pas de sortie. Et ceux qui sont en route pour Malanville étant déjà, ayant déjà reçu sa dose, le parc gros porteur est vraiment plein. Les camions sont jusqu'à Kandi, donc ça ne bouge pas. Ceux qui sont allés au Niger, ils ont déchargé sur leur chemin de retour, ça ne bouge pas. Ceux qui sont allés à Bamako sur leur chemin de retour à Bamako, il faut forcément l'escorte. Les transporteurs sont à la peine et la ville aussi. L'économie locale, tributaire en partie de cette activité, tourne au ralenti. Et c'est pour ça que sa présence nous apporte beaucoup pour le budget communal. Donc du coup, quand il y a cessation d'activité, du fait des problèmes que nous connaissons, forcément, il y a un impact négatif sur les recettes. Voilà, donc ça c'est par rapport aux recettes communales. Mais du point de vue économie locale, vous voyez, nous avons les transporteurs, les chauffeurs. Quand tout est en activité, tout bouge. Même la bonne dame qui vend la casa, il vend. Et celui qui vend des crédits également, il fait ses affaires. Donc tu sais que là, tout le monde nous sommes là, et c'est une difficulté pour nous, pour la mairie et également pour nos populations. Les regards sont tournés vers Abuja, où les chefs d'État et de gouvernement se réunissent une nouvelle fois, ce jeudi, pour se pencher sur la crise au Niger. En attendant, nous allons à présent nous intéresser à ces salariés qui de plus en plus optent pour des métiers secondaires afin d'arrondir leurs revenus mensuels. Nombre d'entre eux optent pour la conduite de taxi-moto. C'est le cas de Euphrem Maolink-Ponto, un agent de sécurité, mais également Zemidjan, qui a bien voulu partager avec nous sa double casquette professionnelle. Voici le reportage de Gloria Debou. Il est 19h, heure de sortie de Euphrem, un agent de sécurité dans une structure de la place. Plutôt que de se diriger chez lui, il enchaîne sa soirée avec son second métier, le Zemidjan. Actuellement, vous me voyez, je suis en tenue de Zem. Ce que ça vous a dit que je vais commencer par chercher un peu de clients pour trouver un peu de l'argent. Je viens de quitter le boulot, donc je vais chercher un peu de l'argent. Je travaille de 7h à 19h en tant qu'agent de sécurité par jour. Donc c'est à ma descente que j'exerce l'activité de Zem. Donc je fais ça à partir de... C'est-à-dire à ma sortie de 19h, je le fais jusqu'à 22h, 23h. Je rentre à la maison pour pouvoir me reposer un peu. Comme déjà il y a une activité principale qui est là, parce qu'après tout, l'activité principale, c'est la sécurité, vous voyez. Donc, l'activité principale, c'est juste de trouver un peu de fonds pour pouvoir subvenir les besoins avant la fin du mois. Vous voyez. À la quête de son premier client de la soirée, Euphrem sillonne les rues de la ville de Cotonou. Au bout de quelques minutes, il rencontre sa toute première cliente avec qui il prend la route pour une nouvelle destination. C'est en fonction des dépenses qu'on prend la voie. On trouve des fois juste de 5 000 à 7 000 si la chance tient de son côté. De l'autre côté, on trouve ça. Ou bien il y a des jours où on trouve 3 000, 5 000. Vous voyez, 3 000, 5 000. Le Zemidjan, un métier que Euphrem pratique depuis près d'un mois. Il n'est pas le seul d'ailleurs, car aujourd'hui, la ville de Cotonou seule compterait plus de 100 000 conducteurs de taxi-moto.
Travaillant à plein temps ou à temps partiel, ils sont tous à la quête de quoi subvenir à leurs besoins. Je suis boulanger et conducteur de taxi-moto. C'est le soir que je travaille à la boulangerie, donc tout à l'heure j'y retournerai. C'est surtout en journée que j'enfile ma tenue de zem pour gagner de quoi nourrir ma petite famille. Avec l'argent que je gagne, je n'ai pas encore réalisé grand-chose, mais j'ai acheté une moto que j'ai mise à disposition d'un autre ZEM sous contrat. J'ai rencontré un ZEM la semaine passée, je crois, c'était le jeudi passé, où il me disait que bon, il vient de quitter Garde pour pouvoir prendre sa moto pour faire un peu de ZEM, pour pouvoir trouver un peu d'argent pour sa famille. Il n'y a pas de sous-métier, dit mon papa, donc il n'y a pas de sous-métier, pourvu que ça puisse te permettre d'avoir de l'argent, mais pas de façon illicite. Si c'est une bonne voie qui te permet d'avoir de l'argent, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Vous voyez, c'est ça. Lui, c'est sa manière de gérer sa vie. Vous voyez, moi qui suis ici maintenant, moi je suis cadreur. Vous voyez, s'il n'y a pas le cadrage, si je trouve une activité qui peut également me soulager un peu, je vais le faire. Après avoir déposé son dernier client, Euphrem nous amène chez lui à Kokokodji. Assis dans la cour de sa maison, nous découvrons davantage la vie de ce dernier. Après les études, je menais des activités dans la vie entrepreneuriale. Je fais à peu près dans les agroalimentaires, cosmétiques. Je me suis lancé dedans. Ça ne tenait pas du tout bon. Je me suis rendu compte que bon, il me faut que je travaille. J'ai commencé la sécurité. Au finish, bon, ça ne tient pas encore le coup. Oui, ça ne tient pas le coup. Donc c'est de là que j'ai commencé aussi à conduire pour voir je n'ai encore les deux bouts. Aujourd'hui, avec ZEM, ça me permet de rembourser mes dettes, vous voyez, de ma chute. Vous voyez, mes dettes de ma chute et de faire aussi des économies pour pouvoir reconstruire encore l'entreprise. Mais quand on parle de métier de ZEM, pour quelqu'un qui a fait les études, vu que vous avez mentionné que vous avez fait les études, est-ce que votre entourage vous a jugé aussi pour avoir fait cela ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout au courant? On ne fait pas, c'est-à-dire un métier, c'est-à-dire bon, parlons aussi de métier de ZEM pour dire bon, je vais annoncer à mes entourages que je suis en train de faire. Non, 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 si quelqu'un te voit en tant que ZEM, c'est toi seul qui atteins cet objectif. Vous voyez? Et la seule prière que tu dois faire, c'est pour les atteindre. On ne compte pas sur quelqu'un. On choisit le métier de ZEM par soi-même. Il n'y a aucune honte à être ZEM, n'est-ce pas? Non, pourquoi avoir de honte? Pourquoi avoir de honte? Ce n'est pas le vol. Conduire ZEM, ce n'est pas un crime. L'État ne condamne pas ça. Vous voyez, l'État ne condamne pas ça. Et ces deux métiers à la fois, ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie. Sincèrement, ce n'est pas de la joie. Il faut du sacrifice. Et ce sacrifice, il faut que ça soit pour étant donné. Moi, ma vision, c'est d'être entrepreneur, vous voyez, dans mon domaine, vous voyez, des agroalimentaires, cosmétiques, aussi la FEM, vous voyez, c'est mon idée. Et je ne peux jamais abandonner cela. C'est ça qui fait que je me bats jour et nuit pour pouvoir en venir là. Dans quelques heures, le cycle reprendra pour Euphrem, qui se vêtira à nouveau de sa tenue d'agent de sécurité. Parlons sport à présent. La 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana s'annonce à grands pas. À quelques semaines du démarrage, les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation a dévoilé ce jeudi 10 août 2023 la mascotte de la compétition. C'était à la faveur d'une conférence de presse donnée au ministère des Sports. Nous allons suivre. La voici, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023. Miaouison, c'est elle qui va accueillir les différentes nations participantes à la 10e édition qui se tiendra au Bénin et précisément à Grand Popo. Alors on a choisi, contrairement à beaucoup de pays, on a choisi Grand Popo, qui n'est pas la capitale. C'est probablement la première fois qu'une activité d'une envergure internationale va se dérouler en dehors de Cotonou, pour ce qui concerne le Bénin.
Souvent, tout se fait à Cotonou parce qu'il y a plus de commodité, de sorte qu'on a perdu de vue tout ce qu'il y avait comme commodité dans les autres communes du pays. Le dévoilement de la mascotte est une étape importante dans le processus des préparatifs. C'est aussi un signal de l'imminence de l'événement. À quelques semaines seulement du coup d'envoi, il convient de souligner que les grands chantiers sont déjà presque évacués. Alors, nous avons commencé l'organisation, les préparatifs de la Coupe d'Afrique de Maracana sur Grand Popo depuis septembre 2022. Il y a eu plusieurs étapes, dont la présence ou le maintien en place du CONOR et ensuite un certain nombre de documents qui devraient être faits par Abidjan, la Fédération internationale, qui ont pris un peu de temps et qui ont fait que, malgré que les choses avaient été correctement organisées depuis le début, nous ne soyons pas allés vers les médias tout de suite. Il faut faire les choses correctement afin de ne pas se mélanger les pieds. Ce Maracan qui va se dérouler à Grand Popo est une parfaite occasion pour nous de relancer la dynamique du Maracana au Bénin qui commençait par s'essouffler après quelques années de crise et depuis la mise en place du CONOR. Donc c'était un cadeau que la Fédération internationale de Maracana faisait au Bénin en disant voilà, vous sortez d'une crise, ce serait bien que vous repartiez avec une activité internationale. À cette rencontre, la mission d'inspection des péchés par la Fédération internationale de Maracana Association a présenté son rapport. Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023, aura lieu sur des synthétiques. Cela fait partie des réformes pour préserver la santé physique des athlètes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end à chacun et à tous.